Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. On connaît tous l'ampleur des feux de forêt que le Québec a eu à vivre au cours de l'été 2023. Nord-Métal a été au cœur de ces incendies. Alors, j'en discute avec la directrice de la brigade de cette municipalité, Mme Doris Nollet. Madame Nollet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment gentil à vous. On est tous et toutes sensibilisés aux feux de forêt. Vous avez été au cœur de ça, pas à peu près. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour avoir si bien mené vos troupes lors de ces nombreux combats. Et c'est tout en votre honneur. Et au nom de la population d'Abitibi-Ouest, je vous en félicite, madame. Ben, merci beaucoup, mais disons que j'ai eu beaucoup d'aide. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça seul. Ça, c'est certain, parce que j'ai été pompier plusieurs décennies moi-même, puis on ne peut pas tout diriger seul. Félicitations également, vous avez reçu la médaille de la députée pour votre bravoure, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'était pas donné à tout le monde de diriger des incendies, parce que j'en ai dirigé moi-même, puis mon Dieu, c'est pas facile. On a tellement de choses à penser avec tout ça. Au tout début de ces incendies, Madame Nollet, est-ce que vous avez pensé, ne serait-ce qu'une minute, de l'ampleur de cet incendie et de la longévité de cet incendie? Quand vous avez été appelé, il y avait de la fumée, ça s'emmenait vers les bâtiments, vous avez dit, oh boy, là, on s'enligne, ça va être gros. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Pour vous, c'était une sortie ordinaire, qu'on va combattre ça, puis on va revenir à la caserne, ça va être fini. C'était loin d'être ça. Non, c'était loin de ça, mais c'était comme une boîte à surprise parce que quand on a eu le premier appel, c'était le feu 280 qui était dans le rang 8 de Saint-Lambert. Puis habituellement, quand c'est un feu de forêt, ben on appelle la SOPE. Puis là, ils nous ont dit, on n'a pas le temps, occupez-vous-en. Fait qu'on est allé avec les équipes, on a pris des VTT, puis des instincteurs, il n'y avait pas de point d'eau. Fait qu'on a éteint ça, ça a bien été. Et dans la même journée, on a eu un autre appel pour le lac Pajagas, le feu 281. Encore là, on a appelé la SOPE, ils nous ont répondu... La même chose. La même affaire, on n'a pas le temps, on est débordé, occupez-vous-en. Mais celui-là, on n'a pas été capable de l'atteindre, c'était trop loin, nos camions ne pouvaient pas se rendre là, on n'avait pas assez de tuyaux pour se rendre, on n'avait encore là pas de point d'eau. On dit c'était au lac Pajagas, mais c'était comme entre les deux, c'était pas proche du lac. OK. Fait j'ai laissé deux pompiers sur place toute la nuit, pour faire sûr là, que ça ne prend pas de l'ampleur et que ça ne s'en va pas vers les chalets. Mais non, je ne m'attendais pas que ça pourrait être si long que ça parce que on a travaillé les 3 premières journées et de nuit. On a travaillé seulement avec l'équipe de Nord-Métal. J'ai brûlé mon équipe. C'est faux. Mais on s'attend toujours, ça va être fini. Puis les gars, ils ne voulaient pas non plus aller se coucher. Puis à un moment donné, ben les caractères sont mis à sortir. Là, je disais, ah non, là, ça suffit. Fait que Luc Boudreau m'appelait souvent pour voir si tu as besoin d'aide. De la salle. Oh, oui. Fait que là, j'ai appelé Luc, j'ai dit, là, je pense que oui, j'ai besoin d'aide. Puis là, on a fait un horaire avec lui que Nord-Métal prenait en charge le jour et que les autres équipes, La Sarre, Dupuis et Sainte-Hélène, prenaient le relais pour la nuit. Parce que notre travail à nous autres, c'était d'arroser le tour du village pour humidifier ça, pour que si le feu se rapprochait, ben c'était pour le ralentir, pour nous donner une chance d'éteindre les bâtiments qui étaient plus en danger. C'est ce qu'on a fait, mais avec l'aide de ces équipes-là. Là. Après que mon équipe a été reposée, ben là, ça a été beaucoup mieux. Ça a été plus facile. Puis, Parce que combattre un incendie de forêt, je sais, j'en ai combattu, puis je sais c'est quoi, mais c'est tellement difficile à comparer à un feu de bâtisse. Un feu de bâtisse, vous déployez votre équipe, vous leur dites, OK, toi, tu t'en vas là, toi, c'est ça, tu t'installes là et t'arroses. Mais un feu de forêt, là, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, ton boyau est pris dans une souche, il faut que tu tires dessus. C'est terrible comment c'est difficile. Vous avez dû avoir des pompiers courageux. Courageux, puis mais il faut dire que les pompiers de Nord-Métal,
il y avait leur village à défendre aussi. Ça, c'est Il y avait beaucoup d'émotions là-dedans, puis ils ont vraiment travaillé fort, nos petits gars, mais on n'était pas nécessairement en forêt. C'était plus la Sopfeu qui était en forêt. Okay. Nous, il fallait toujours rester dans les coins carrossables, parce qu'on était capable d'aller avec les camions. Avec les camions. Avec les camions, ça, c'était notre travail. Ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est que c'est pas moi qui dirigeais. Puis, dans un feu... On va en revenir à ça. C'est la Sopfeu qui était maître d'œuvre de ça. Exactement. C'est parce que j'ai une question avec 5-6 sous-questions. Moi, là, j'aimerais ça que vous nous expliquiez comment se déroulait une journée de combat, incendie. On parle d'incendie forestier qui est très épuisant. Puis, qui dirigeait sur le terrain et prenait les décisions? Bon, les décisions, c'est la Sopfeu qui les prenait. C'est pas compliqué. Ils partaient le matin, tôt le matin, avec l'hélicoptère. Ils faisaient le tour de où ce qui était rendu le feu, avec les vents, tout ça. Eux autres, ils savaient vraiment où envoyer leur personnel, des pompiers forestiers. Selon la direction du vent. Selon la direction du vent, selon... l'intensité aussi. C'est ça. Parce que là, ils se dirigeaient vraiment vers Nord-Métal. Okay. Au début, on a eu un peu peur. On a eu très peur pour les chalets. On a étendu vers les chalets du lac Tagegas. Puis après ça, le vent tournait puis s'en allait vers Nord-Métal. Fait que c'est eux autres vraiment qui voyaient du haut des airs qu'est-ce qu'on avait à faire. Fait que le matin, on avait un briefing. Puis là, ils nous disaient, OK, j'ai tant d'équipes qui vont s'en aller à tel endroit, tout ça. Puis vous autres, Nord-Métal, avec les pompiers de ville, vous faites telle affaire. Fait que c'est lui qui nous disait, vous arrosez vers la 9e avenue, la 8e, ou les secteurs qu'il nous donnait. Puis il y avait des places qu'il ne fallait pas arroser, parce qu'il voulait se servir de certains coins comme coupe-feu. Oui, exactement. Il ne fallait pas toucher ces secteurs-là. Laisser le feu aller. On laissait c'est pas dangereux dans le sens que... Oui, puis si eux autres, ils voulaient une affaire qu'ils m'avaient dit qu'ils ne faisaient jamais, de rallumer. Qu'eux autres même rallumaient un feu. Ils ont gardé ce secteur-là, si jamais, on le fera pas, là. Mais si jamais on a à le faire, on va rallumer pour que les deux feux se rencontrent. Okay. Comme ils font là, aux États-Unis, qui m'expliquaient, mais qu'au Québec, ils ne feront jamais. Ils l'ont fait 2 fois. Oui, OK. Fait que c'était la Sopfeu qui... Vous preniez vos consignes de la Sopfeu, qui, eux autres, du haut des airs, avaient une vue d'ensemble, puis pouvaient vous diriger. Vous aviez un plan de match comme ça à chaque matin? Tous les matins. Tous les matins, on avait une rencontre avec Yann Paquette qui était là au début pour la Sopfeu. Puis on avait une rencontre tous les matins, puis il nous enlignait, il nous disait ce que lui, son équipe était pour faire, dans quel endroit il était, puis il nous disait, vous autres, vous faites telle affaire. Puis on avait des piscines d'installer, puis nos gars, il fallait qu'ils mettent de l'eau dans la piscine. Là, il y avait, à toutes les 45 minutes, il y avait des piscines à les remplir. Là. On avait timé. Il fallait pas qu'il manque d'eau. Ben ça le rosait partout. Là, puis on avait plusieurs points comme ça. Ouais. On va parler, si vous me permettez, des secours qui arrivent. Il y a, d'autres pompiers forestiers, parce que vous avez eu de l'aide à un certain moment donné, et beaucoup d'aide, parce que on ne suffisait plus. Là. Tout simplement, c'était rendu trop immense. Là. Alors, les pompiers forestiers qui sont arrivés, les premiers chez vous, ils venaient de quel endroit? C'est la Sopfeu, ils venaient de Val-d'Or, Matagami. Un peu partout au coin. Ouais. Bon, et puis, qui en prenait charge? Est-ce que c'est encore la Sopfeu, toujours, qui en prenait charge? Quand on est sur le terrain, la Sopfeu est en haut, elle parle avec vous. Oui, on a des communications. C'est Sopfeu, Nolette. Une Sopfeu, Nolette sur le terrain. Oui, c'est ça, avec mon équipe. Oui. Comment vous avez trouvé de diriger toute cette belle gang-là, comme on dit? Bien, au début, je trouvais ça un peu énervant parce qu'il m'avait expliqué que quand il communiquerait avec moi pour me dire, parce que moi, j'avais des équipes un peu partout aussi, puis il dit, si je t'appelle, puis je te dis qu'il faut évacuer, tes hommes ont 5 minutes pour évacuer. Je dis, c'est pas beaucoup, 5 minutes, nous autres, on sait c'est quoi, il faut rouler les hausses. Ah oui. Il dit, ils ont 5 minutes pour évacuer parce que c'est pas nécessairement que le feu s'en vienne sur les hommes, c'est que c'est les citernes qui s'en viennent arroser. Puis là, faut pas qu'il y ait de danger. Puis si les citernes voient du monde, ils n'arrosent pas.
OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il m'avait dit ça. Fait que j'avais expliqué à ma gang que si jamais je les appelais au radio, puis je leur disais d'évacuer, vous démanchez les hausses, puis vous vous ramenez les camions. Puis vous vous emmenez à la caserne. Fait que là, c'était bien entendu. J'avais mon assistant directeur, capitaine, puis lieutenant, qui avait des postes stratégiques pour diriger les équipes avec des radios. Puis ça, c'était bien important que tout le monde soit à l'écoute des radios, puis qu'on soit à l'affût de ça, parce que c'est arrivé à 2 reprises qu'il fallait évacuer, puis il fallait faire ça. C'est ça que je voulais vous poser. Est-ce que c'est arrivé que vous aviez eu à être évacué? Oui. Bon, on parle d'avions citernes. Là, à ce moment-là, Doris Nollet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a rien de spécial à faire parce que, comme vous dites si bien, il n'y a personne en dessous, là. Non, c'est ça. Ça arrose. Fait que c'était quoi la consigne à ce moment-là? Bien, la première fois qu'on a été évacués, les pompiers, sur les terrains, la consigne, c'était que j'amenais toute mon équipe à la caserne. OK. Et aussi l'équipe de la municipalité. OK. Tout le monde était à la caserne parce qu'il y avait un danger pour le village, puis ça se pouvait qu'on soit obligé d'évacuer le village au complet. Fait que fallait que j'appelle la directrice générale, qu'elle s'en vienne à la caserne avec son équipe. Parce que les avions citernes arrosaient très, très près du village. Fait que ça s'est fait une première fois. Ça a quand même bien été. Mon équipe n'était pas en danger. La deuxième fois que c'est arrivé, j'avais des équipes qui étaient dans le rang 8 de Saint-Lambert. J'avais Dupuis, j'avais Lassard, puis j'avais Nord-Métal qui arrosait vers le rang 8 parce que là, le feu était pour traverser le rang 8. Et s'il traversait le rang 8, il s'en allait vers le rang 6 et 7, puis là, Saint-Lambert était en danger. Fait que j'avais 3 camions qui étaient là avec des pompes. Puis là, je reçois un appel d'un de mon camion citerne qui me dit je suis pris dans le rang 8 parce que le chemin était comme défoncé à force de voyager là, avec les camions. Puis il est resté pris direct dans le milieu du chemin. Bon, fait que là, j'ai envoyé une autre équipe avec un loader puis pour déprendre le camion. Pendant qu'il s'en allait, je reçois un appel de la SOPFEU. Il fallait évacuer. Ouf. Il s'appresse. Là, les radios se sont fait entendre. Ça doit, oui, exactement. Là, j'ai dit au gars, j'ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas capable de le déprendre dans les 5 minutes, allez-vous-en. C'est ça. Laissez le camion là, pour embarquer avec les autres équipes. Si du matériel, puis des vies, ça coûte plus cher. Accrochez-vous après le truc. Voilà, exactement. Le temps passe très vite, Mme Nollet. L'ordre d'évacuation, qui donne l'ordre d'évacuation? La SOPFEU. C'est la SOPFEU. La SOPFEU. Qui dit à vous, on évacue? Oui. Vous avez eu à le faire. 2 fois. Ça ne doit pas être facile parce qu'on le voyait à la télé, les gens pleuraient. Moi, non, je ne veux pas laisser, je reste chez nous, etc. Puis là, ça n'a pas de bon sens parce que là, ils n'ont pas 2 heures de pour évacuer. Là. Quand ça évacue, ça sort. Il y avait eu, Nord-Métal, une pré-évacuation. Okay. Que les gens pouvaient s'en aller de leur plein. Tu sais, s'ils voulaient s'en aller, bon, en tout cas, je dirais qu'il y a 60% de la population qui était déjà partie. Le lendemain, là, il y a eu l'ordre d'évacuation qui était pris avec la SOPFEU et la directrice générale, la sécurité civile, qui ont décidé ensemble que là, c'était trop dangereux. Mais ça s'est quand même bien passé. On peut dire qu'il y a peut-être 3 familles, 3 personnes récalcitrantes, là, on a eu plus de difficultés, mais quand même, ça s'est bien passé. Ça, il y en a toujours, malheureusement. Donc, si on résume tout ça, là, c'est la SOPFEU qui était maître d'œuvre. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça demain? Oui. Et il reste très peu de temps, mais j'aimerais, quand vous avez su que le premier ministre venait, que le ministre de la Sécurité civile, qu'est-ce que ça vous a fait, là? J'étais contente de rencontrer le premier ministre, c'est certain, mais ça nous a rendu un peu populaire, malgré nous. Mais oui, malgré nous. Malgré nous. Mais non, on était contents de les rencontrer, puis on a eu des belles promesses. On va voir Tenues aujourd'hui? Je dirais que oui, parce que monsieur le premier ministre il nous avait dit que ça serait toutes les dépenses du feu 281 seraient remboursées à 100%. Puis oui, ça va l'être. Oui, une chance, parce que ça m'a empêché de dormir, ça. Oui, c'est justement, c'était une de mes prochaines questions. Comment se passaient les nuits? Pas très bien. Pas très bien, parce que c'est le petit hamster, il tournait pas mal. Parce qu'à chaque fois qu'on demande de l'aide, on voit les factures accumulées.
Puis je me disais, mon Dieu, on va s'endetter pour plusieurs années parce qu'on n'avait pas le choix de demander de l'aide. Là. Ah non, c'est sûr. Non, c'est garanti. Puis je pense que toutes les municipalités ont demandé de l'aide, celles qui ont été touchées, là, et puis ont demandé de l'aide. En terminant, il reste à peine 1 minute. Craignez-vous, quand on parle de l'an prochain, 2024? Oui. Oui, encore, parce que, premièrement, il n'y a pas beaucoup de neige. Fait que les sols vont être encore secs. La forêt n'est pas toute brûlée. Puis on reste à risque, mais je pense que les gens, je pense qu'ils sont sensibilisés à ça, puis je pense qu'ils vont être très prudents en forêt. Puis nous autres, on va être un peu plus près. Exactement. Parce que là, c'est sûr, là, c'est une question de sensibilisation. Oui, les gens ont eu peur. C'est sûr que les gens ont eu peur. Les gens ont... Parce qu'il y a des camps de chasse. Des fois, on a beau dire, bon, c'est un camp de chasse, mais des camps de chasse qui valent quasiment le prix d'une maison aujourd'hui. Oui. Fait que, tu sais, c'est quand même... Puis ce n'est pas assurable. Je sais pas, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais il me semble que ce n'est pas assurable, un camp de chasse. Il y en a qui étaient assurés, là. Il y en a qui étaient assurés. OK, bien, tant mieux pour eux autres. Mais oui, je suis content que vous disiez les gens vont être plus prudents. Oui. Cette année, en tout cas, on leur demande d'être plus prudents parce qu'on annonce un été quand même assez chaud encore cette année. Mais on va faire beaucoup de sensibilisation aussi auprès des gens, leur donner des trucs là, comme élaguer les arbres. Là, oui. Un paquet d'affaires pour ne pas laisser traîner des choses dans la cour qui peuvent être des combustibles puis des choses comme ça. On va être un peu fatigant, je pense, le service incendie de Normétal avec notre population. C'est mieux d'être fatigant parce que c'est vraiment... c'est pas facile de voir et de faire ce que vous avez vécu cette année. C'est pas facile pour personne. Non. Madame Nollet, merci infiniment, puis félicitations à vous et à votre brigade, parce que vous avez fait un travail gigantesque, puis on souhaite un été 2024 un petit peu moins actif. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Nollet. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité a reçu dernièrement le prix et le premier prix Hommage François Gendron. C'est un honneur tellement mérité et c'est avec grand plaisir que je la reçois. Mesdames et messieurs, Madame Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. Moi, je n'ai que des félicitations à vous faire. Premièrement, on va montrer ce qu'est ici le prix Hommage François Gendron. Bon, on voit ici, en avant, on le voit bien, mais c'est pas une sculpture manquée, là. Absolument pas. C'est fait de même. Et avec, ici, on va le tourner. C'est une œuvre de M. Jacques Barry, il faut le dire, sculpteur extraordinaire. Et en dessous, c'est marqué « Il y a du cœur dans cet arbre ». Comme François, qui y mettait tout son cœur, le centre de cette sculpture est fait de bois d'épinette noire, celui qui est le plus précieux. Les rayons des branches et les cercles concentriques du temps qui passe illustrent l'influence que les personnes exceptionnelles telles que vous, Madame Châteauvert, ont sur notre société. Et c'est signé par François Gendron. C'est le premier de 10. Félicitations. Merci. Et au nom de toute l'Abitibi-Ouest, surtout, et de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un honneur qui rejaillit. Et je dois vous dire, honneur bien mérité. Madame Châteauvert, moi, si je vous demandais, on a parlé du prix, on l'a montré, si je vous demandais quel est ce prix exactement, là, on en a parlé un peu, mais et ça vous a fait quoi de recevoir pareil honneur? Ben, dans le fond, le but de la MRC, c'était souligner là, la part d'une personne bénévole qui a contribué au développement de son territoire. Moi, c'est sûr que le développement à lequel j'ai contribué, c'est l'environnement. Oui. Je dirais économique aussi, parce qu'avec le bébé de la ressourcerie, c'est quand même un développement économique, là. Fait que c'est sûr que ça m'a fait très chaud au cœur de recevoir cette première distinction. En plus, c'est la première je suis la première de récipiendaire. Fait que ça, c'est très bien. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis, comme je disais dans mon discours quand j'ai reçu le prix,
en environnement, on a plus souvent tendance à avoir des critiques par rapport à nos positions qu'on prend, oui, c'est vrai. au lieu d'avoir une petite tape dans le dos. Mais ça, c'est une bonne grosse tape dans le dos là, qui m'a fait énormément plaisir. Puis, tu sais, comme je dis, je travaille encore beaucoup bénévolement en environnement. Puis, j'ai travaillé beaucoup, fait que je suis touchée, je suis bien contente. Bien mérité. Comment on vous a averti que vous étiez récipiendaire de ce prix? Bien, dans le fond, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui présente notre candidature. OK. Moi, c'est Mme Bianca Bédard, une employée au Conseil régional d'environnement que je connais bien, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, qui a présenté ma candidature. Là, il y a un comité d'évaluation et c'est Jacqueline Bégin qui m'a appelé à la maison pour me dire que j'étais la première récipiendaire de ce prix. Grandement mérité, comme il disait, qu'il y avait beaucoup de candidatures quand même, mais que ma candidature avait ressorti du lot. Fait que c'est comme ça que j'ai su que j'étais la récipiendaire et que je devais me présenter pour la remise du prix, là, telle date en décembre. Quand je vous connais très bien, je vous reçois souvent en entrevue, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais là, disons que on parle de la ressourcerie. On peut parler aussi quand on parle d'ayant contribué au développement social, économique, culturel et autres également. Ça veut dire qu'on a pris l'ensemble de l'œuvre, puis on a mis ça tout ensemble, on a dit, oups, je pense que notre récipiendaire, nous l'avons. Je prétends toujours que c'est un peu comme ça que l'on peut voir la chose. Puis, je sais, je vous connais, puis vous ne faites pas tout ça pour recevoir des honneurs, c'est pas vrai. Non, on ne fait pas ce travail-là pour recevoir des honneurs. On le fait par conviction, par choix. Tu sais, c'est pas toujours nécessairement facile. Là. C'est pas un beau roman à l'eau de rose constamment, là, l'implication en environnement. On le fait pas pour recevoir des honneurs, c'est sûr. Parce que si on le faisait pour recevoir des honneurs, moi, ça fait 30 ans que je suis en environnement. Ça ferait longtemps que je ne serais plus là, je serais voulu avoir des honneurs. Fait que je le fais beaucoup par conviction. C'est sûr, sur le territoire d'Abitibi-Ouest, j'ai beaucoup travaillé, mettons, avec Recyclo Nord, des formations sur le compostage, des formations des bonnes gestions des matières résiduelles, l'implantation de la ressourcerie. Mais mon implication est plus grande en Abitibi-Témiscamingue parce que je suis quand même présidente du Conseil régional de l'environnement depuis 23 ans, bientôt 24. Je suis aussi vice-présidente de la Société des eaux souterraines, présidente par intérim présentement parce que le président a quitté. Fait que, tu sais, je suis impliquée sur bien des tables, des comités. On participe à beaucoup de consultations. Souvent, c'est moi qui vais représenter mes organisations, que ce soit Recyclo Nord, le CREAT ou la SOSAT. Donc, c'est ça. L'implication en environnement, c'est constant. Après toutes ces années-là, dans tous les comités que vous avez siégés, si on parle de économique, culturel, entre autres, est-ce que vous croyez que votre message, et quand je parle de votre message, je parle de l'ensemble de l'œuvre, est-ce que vous croyez que votre message commence à bien passer, commence à être compris quand on parle de compostage et de tout ça? Parce qu'au début, là, on voulait rien savoir de ça. Il faut se le dire. Mais là, voyez-vous une progression dans ça? Oui, je dirais qu'il y a une progression. Par contre, il y a encore beaucoup à faire. Quand on regarde, mettons, si je prends le secteur d'Abitibi-Ouest, il y a eu la révision du plan de gestion des matières résiduelles là, en 2022 environ. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, on parle du compostage. Nous, c'était l'information sur du compostage domestique. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne met pas dans un compost domestique. Donc, il faut qu'on arrive à un compostage industriel, que en Abitibi-Ouest va être mis en place en 2025. Fait que, tu sais, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis quand je donne des formations sur la bonne gestion des matières résiduelles, je donne plein de trucs, bac bleu, bac vert. Puis on voit qu'il y a encore d'éducation. Parce que là, récemment, depuis quelque temps, on voit des annonces à la TV, des gens qui déposent dans un bac, exemple, de recyclage,
une perceuse avec une pile à ion. Voilà, oui, puis là, il donne les impacts. C'est pas grave, eux autres, ils s'arrangeront avec. Ils s'arrangeront avec. Oui, ben, c'est pas une bonne affaire. Non. Fait que, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup de travail pour que le gouvernement mette de l'argent dans une publicité pour dire aux gens comment faire et c'est quoi les impacts sûrs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis on est tout le temps en démarche, puis on offre des formations. Il suffit de nous appeler, puis on va aller vous en donner. En terminant, Mme Chateauvert, vous avez rencontré M. Gendron, j'en suis persuadé. Bien sûr, il était là à la remise du prix. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, il m'a dit que c'était bien mérité, puis même en entrevue, il a dit que j'étais une perle qu'on voudrait avoir tous sur son territoire. Puis François, je le connais depuis longtemps. Là, il était député pendant 45 ans. Dans toutes mes implications, même au niveau syndical, dans mon travail auparavant, on avait eu l'occasion de le rencontrer. Fait que c'est quelqu'un que je connais quand même assez bien. Fait que je pense qu'il était bien content que ce soit moi peut-être la première récipiendaire. Eh bien, moi, je peux vous dire que tout ce qu'il a dit sur vous, là, c'est vrai. Madame Chateauvert, merci infiniment. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Conservez-le précieusement. J'en suis persuadé. Il y aura une place de choix chez vous. C'est sûr qu'il y a une place de choix chez moi. Merci beaucoup, Madame Chateauvert, et continuez votre excellent travail dans tout ce que vous entreprenez. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.